Bonjour à tous et merci de me rejoindre dans cette vidéo du mois. Et ce mois-ci, j'aimerais revenir sur une question qui est très importante pour moi dans le champ de la guérison, c'est la notion de cause de maladie, la causalité. Alors je dois reconnaître que c'est un sujet difficile, c'est super intéressant et je ne sais pas si c'est si simple de montrer à quel point c'est important de se questionner là-dessus, où on en est avec la causalité, comment on comprend les causes des maladies. C'est une question beaucoup plus profonde et subtile qu'on peut le penser. Donc j'avais donné une conférence sur le sujet il y a quelques années, que je vais vous mettre en lien sous la vidéo, et je vous invite à la regarder. Je vais compléter ici, je vais apporter d'autres éléments. C'est une vidéo que j'avais construite et qui reprend un peu le plan de mon livre. Donc, Comment se soigner et guérir aujourd'hui, qui était paru en 2021. C'est un livre dont je vais vous parler un petit peu. J'en parle d'autant plus facilement que je prends plus de droit d'auteur dessus depuis un moment et puis qui sera bientôt indisponible. Donc, j'ai pas de pub à en faire. J'en parle parce qu'il a été important pour moi dans ma réflexion sur la médecine. Et pour vous dire un petit peu de quoi il parle, en fait, l'idée de ce livre, c'est de montrer qu'en fonction des différentes médecines, j'en prends 6, la médecine conventionnelle, la naturopathie, l'homéopathie, l'ostéopathie, la médecine chinoise et les thérapies psychocorporelles, il y a différents points de vue. Et ces différents points de vue peuvent aller jusqu'à avoir des définitions différentes de ce qu'est une maladie, des définitions différentes de ce qu'est une guérison, de ce qu'est la cause des maladies, etc. Et en fait, je décline un peu comme ça tous les éléments qui font une médecine en montrant que ces différents référentiels et donc différents points de vue et qu'on peut les concevoir de manière totalement différente. Et donc, ça invite à découvrir, à savoir dans quel référentiel notre esprit et même notre cœur se sent appartenir ou habiter pour aller se soigner dans une médecine qui nous correspond, intellectuellement ou culturellement. Donc on peut tout à fait être de culture occidentale et se sentir très proche de la vision chinoise de la médecine, par exemple. Donc j'amène la notion de paradigme qui permet de voir qu'il existe différents prismes pour observer tous les phénomènes et que on ne peut jamais complètement définir, délimiter tous les concepts de la médecine. Et donc moi, je pense que c'est vraiment important de s'intéresser au cadre, au champ, au monde, à l'univers de la médecine dans laquelle on va se soigner, parce que ça rajoute ça rajoute, entre guillemets, c'est le mauvais mot, mais un supplément d'âme au parcours qu'on va faire. Bien sûr, ce n'est pas indispensable et il y a des personnes qui peuvent très bien vivre un chemin de guérison sans s'intéresser du tout à la médecine, mais ça la rend juste plus vivant, ça rend notre parcours plus vivant et plus vivable aussi. Pour en revenir à la notion de cause, l'idée qu'il existe une cause unique ou même un ensemble de multiples facteurs à une maladie, c'est en partie vrai et en partie faux. Ça dépend vraiment du niveau d'observation dans lequel on se place. À un niveau tout à fait matérialiste, dans une temporalité linéaire, dans une temporalité comme si le temps était une ligne avec une cause qui produit un effet, eh bien ce sera vrai. C'est comme les modèles de la physique. Je ne suis pas spécialiste, mais il y a différents modèles. On peut tout à fait avoir des applications géniales dans chaque modèle. Pour autant, le modèle est incomplet et ne permet pas d'expliquer la totalité de l'univers. Donc, à un niveau tout à fait matérialiste, on pourrait très bien voir qu'il y a une cause qui produit un effet. C'est la vision principale, la vision qui domine en médecine conventionnelle, et c'est ce qu'on recherche toujours. Une cause, par exemple un gène, une bactérie, un germe, donc qui produit telle maladie.
ou un facteur déclenchant ou un ensemble de facteurs qui pourraient déclencher une maladie. Mais si on se place à un autre niveau, à un niveau spirituel, par exemple, où la temporalité n'est pas linéaire, ce n'est pas une ligne, ça peut être cyclique, ça peut être rétroactif, ou alors pas du tout de temporalité, eh bien, la vision matérialiste est beaucoup moins vraie, et là, on rentre dans des visions de causalité très, très, très différentes. Alors, à quoi ça sert de réfléchir à tout ça? C'est quoi l'enjeu de tout ça? Je ne vais pas répéter tout ce que je dis dans la conférence, je vais essayer d'apporter d'autres éléments, mais en fait, l'idée principale, c'est que quand on se fixe trop sur la question de la cause et qu'on pense que notre amélioration de santé en dépend, eh bien, on se perd. On se perd parce qu'on se coupe de l'expérience et puis on se réduit. On se réduit à une équation ou à un mécanisme. Et en fait, c'est pas forcément par là que le soin, la guérison peut advenir. Et avant de faire cette vidéo, je réfléchissais depuis plusieurs jours à une façon d'amener le sujet un peu différente de la conférence. Et puis, c'est encore Fabrice Midal qui a répondu et qui a soutenu ma réflexion, parce que je suis tombée sur un de ses cours où il donne un exemple frappant. Donc, dans la conférence, je fais un petit brainstorming où je dis plusieurs manières de concevoir la causalité qui, au final, montrent que c'est beaucoup plus vaste et beaucoup plus confus que ce qu'on peut imaginer, parce que finalement, presque la causalité, on découvre bien que c'est quelque chose qui n'a pas vraiment de fondement, de fixité. Voire même on peut lâcher l'idée d'une causalité à la fin. Se perdre dans le sens de la causalité. Et c'est très bien comme ça. Et donc, dans un des enseignements de Fabrice Midal dans l'école réseau, il donne une conversation qu'il a eue avec son propre professeur de philosophie. J'aime bien les transmissions, donc voilà. Et la question, c'est quelle est la cause de la lumière du jour sur la Terre? On pourrait répondre, c'est le soleil. Et non, parce que le soleil seul n'éclairerait pas. Sur la Lune, le soleil, ça n'est qu'une grosse étoile au firmament qui n'éclaire pas. Donc le soleil éclaire parce qu'on a une atmosphère. Et pourquoi on a une atmosphère? Parce que la Terre a eu une vie tellurique, volcanique, et parce qu'il y a de la vie sur Terre qui crée l'atmosphère. Donc, c'est la vie qui crée la lumière. Et on pourrait aller encore plus loin, la lumière solaire est telle qu'elle est diffusée et déployée par les couches atmosphériques, permet aussi la vie. Donc, la causalité, elle est toujours liée à un système complet qui est sans début ni fin, qui s'entretient lui-même aussi. Et si jamais il y avait un début, eh ben, c'est la vie même, et c'est l'origine de la vie. Du coup, c'est assez beau, je trouve, de se dire que la cause de toute chose, c'est la vie, et l'origine même de la vie. Bien, pour la maladie, c'est la même chose. On le voit bien dans nos vies, les mêmes causes ne produisent pas toujours les mêmes effets. Pour une même personne, donc un coup de froid ou une émotion forte ne va pas forcément déclencher une maladie, et à d'autres moments, oui. Et les mêmes causes ne produisent pas les mêmes effets entre deux individus. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui part de l'individu et non de la supposée cause extérieure. C'est là qu'on parle du terrain, en fait. C'est le terrain de la personne qui fait que la cause a eu un impact sur elle. Mais il y a aussi le fait que un jour un film peut nous faire pleurer et le même film à un autre moment pas nous faire pleurer. Donc c'est que il y a quelque chose dans le présent, dans la temporalité, qui fait qu'à ce moment-là, notre sensibilité, elle est réceptive en fonction du vécu qu'on aura eu dans la journée, de qui on sera à ce moment-là. Et on peut vraiment se poser la question, mais quelle est la cause de la maladie finalement? Et le fait d'avoir un corps, c'est déjà une cause. Le fait d'avoir des émotions, c'est déjà une cause. Le fait d'être en vie, du coup.
Et le fait que la souffrance fasse partie de la vie et soit inévitable, au moins pendant une première partie de vie, inévitable à la condition et à l'existence, à l'expérience humaine. La cause, ça peut être aussi le chemin que nous fait faire la maladie. Donc dans ce cas-là, c'est presque le futur qui est en cause. C'est-à-dire que si notre être a une destination où aller, et pour aller dans cette destination, une maladie est nécessaire parce qu'on n'y va pas sans ça, eh bien c'est finalement le chemin lui-même qui est la cause de la maladie. La destination presque. Donc là on est dans le futur, c'est complètement inversé. On pourrait dire aussi la cause de la maladie, c'est la tendance générale d'un système à rechercher un équilibre écologique. On le voit dans les maladies dans la nature, c'est des dérèglements écologiques. Donc la tendance générale du corps à chercher une solution pour se guérir peut être une façon de concevoir la cause des maladies, notamment quand on le regarde d'un point de vue naturopathique, par exemple. Au moment où la maladie est une phase d'élimination, une phase de tentative du corps de se guérir, ce qui n'est pas le cas de tous les stades de maladie. Pour donner un exemple un peu plus concret, souvent on confond le mécanisme et la cause. Le mécanisme d'une maladie, c'est ce par quoi quelque chose a lieu, donc c'est l'agent. Dans une angine, par exemple, l'agent, ça peut être un virus ou ça peut être une bactérie. Et pour que cet agent se mette à s'exprimer, il peut y avoir un facteur déclenchant, un coup de froid, une émotion, voilà. C'est un contexte. Mais si une personne fait des angines plusieurs fois par an, depuis des années, la cause, c'est pas vraiment la bactérie, l'agent, c'est pas le stress qui, là, 3 jours avant, a déclenché l'angine, c'est ce dérèglement chronique de son énergie de vie. Donc, c'est là qu'on parle de faux aigus, c'est que très souvent, les maladies aiguës sont pas aiguës, en fait, c'est des réveils d'un terrain déréglé de manière chronique. Donc, en homéopathie, on dit qu'il n'y a quasiment jamais de vrais aigus, c'est toujours des maladies chroniques, même quand on a des infections en apparence aiguës, par exemple. Donc ici, la cause, on voit qu'elle appartient à la personne dans son entièreté, dans son histoire de vie, et telle que cette histoire de vie rencontre des facteurs extérieurs qui vont la déclencher, qui vont l'activer. Et d'ailleurs, donc en médecine énergétique holistique, pour dire des médecines comme l'homéopathie ou la médecine chinoise, on n'a pas besoin de connaître le germe pour guérir parce qu'on s'intéresse directement au dérèglement énergétique, de l'énergie de vie, voilà, si le mot énergétique est dérangeant. Donc on comprend ce dérèglement, on le diagnostique, c'est là constitue le diagnostic et on le traite. Et en rétablissant l'équilibre, l'harmonie vitale, le germe disparaît. Donc c'est comme si même le germe était une conséquence plutôt qu'une cause. Pour autant, eh bien, en médecine, dans la réalité, dans la vie pratique, c'est important de savoir si l'angine elle est virale ou bactérienne, parce que si on n'arrive pas à la traiter avec notre médecine énergétique parce qu'on a nos limites aussi, eh bien, on va prescrire des antibiotiques si c'est bactérien. Et donc, c'est important de voir tous ces différents niveaux de causalité parce qu'on va intervenir là où c'est le plus pertinent pour la personne. Et pourquoi c'est important pour moi ce sujet de cause? C'est parce que je vois souvent que quand on est accroché à comprendre la cause, eh bien, on s'empêche d'être dans le mouvement de guérison. Alors, c'est important pour moi qu'on connaisse le mécanisme, donc on sache d'où vient une douleur en fait. Enfin, il faut un diagnostic. Donc cette étape-là, elle est essentielle, elle est importante, mais elle peut, quand on est fixé dessus, eh bien, elle peut empêcher qu'on avance. Et il faut en avoir conscience de ça. Et ça se voit très clairement, une douleur, elle est beaucoup plus intense quand on ne sait pas son origine, quand on ne sait pas d'où elle vient. Et une fois qu'on a
établit un diagnostic, voire même s'il est grave, le fait de savoir pourquoi on a mal, qu'est-ce qui se passe, eh bien, ça réduit déjà beaucoup la douleur. Ça réduit la douleur parce que la douleur n'est pas qu'une composante physique. Elle est aussi une composante cognitive, émotionnelle, spirituelle. Mais déjà, savoir en fait qu'est-ce qui se passe, c'est important pour réduire un mal, mettre des mots dessus. Donc, avoir des explications, avoir une compréhension, j'approuve que c'est vraiment important. Par contre, je constate que quand on est dans ce mouvement-là, dans ce temps-là, dans cette étape-là, qui est essentielle, eh bien, ça exclut d'être dans un mouvement où on recherche la guérison. Parce qu'on n'est pas du tout positionné pareil. On ne focalise pas son intention sur la même chose, donc il ne se passe pas la même chose. Et l'intention qu'on a, je dirais la direction, le mouvement qu'on veut donner à une consultation, à une démarche de soins, est vraiment, vraiment très déterminant en fait. Donc, une fois qu'on a sécurisé l'idée du mécanisme, de l'agent, du diagnostic, du pronostic de médecine conventionnelle, la manière d'aller rencontrer le problème ne peut pas être sur une idée de cause. C'est vraiment important d'aller rencontrer ce qui se passe, mais on ne le fait pas de manière intellectuelle. On va le rencontrer par tout son être, par tout son corps, donc sensoriellement, voire même symboliquement, de manière globale, en le reliant à toute notre existence. On ne peut pas rester dans une vision linéaire, cause-effet, parce qu'en fait, ça ne fonctionne pas. On va se perdre et on va perdre. On va pas se lier en fait à ce qui est vraiment en train de se passer pour nous. Et pour moi, ça reste une question difficile et je bute dessus et je réfléchis dessus, notamment parce que dans les thérapies psychospirituelles, qu'on peut aussi appeler psycho-énergétiques, que je pratique, je vois deux manières principales de concevoir ça et donc de voyager. C'est souvent des séances de voyage intérieur, de voyage de guérison. Il y a une façon qui s'attache pas du tout aux causes. On s'installe vraiment dans le contexte, on s'installe dans le chaos de la problématique, avec son corps, avec ses sens, et on laisse le corps et la sagesse du corps travailler avec toutes les dimensions du problème. Et donc ça peut nous relier dans des histoires du passé, mais on ne les appelle pas des causes pour autant. C'est un peu comme des racines. Les racines d'un arbre ne sont pas la cause des branches de l'arbre. Elles en font partie, elles se situent à une certaine, dans une certaine cohérence, dans un certain flux. Voilà, on va s'installer dans ces dimensions-là, on va rejoindre des histoires de nos vies, il va y avoir des flux émotionnels, des flux sensoriels, corporels, qui sont dans le présent. Il peut y avoir des charges traumatiques qui se libèrent, mais on ne parle pas de cause. À la limite, on peut parler de mécanisme. Le mécanisme, c'est toujours un figement. C'est toujours l'énergie de vie qui s'est à un moment figée. Un figement d'émotion, une perte de mouvement, de fluidité, quelque chose qui s'est refermé en nous et quelque chose qui s'est obstrué. Ça, c'est le mécanisme. Donc, il y a ce courant-là qui s'intéresse pas, qui ne va pas en recherche des causes et qui accueille ce qui se présente dans l'histoire de la maladie. Et puis, il y a des courants qui travaillent avec les causes, voire même, et donc ils vont remonter les chaînes des causes, donc les causes de la cause, de la cause, de la cause, et qui vont chercher celle qui est la plus marquante et qui a pu déclencher une chaîne causale qui crée le problème actuellement. Donc on va voir dans le passé, on peut aller voir dans le transgénérationnel, on peut aller voir dans d'autres vies, et ça nécessite aucune sorte de croyance, c'est une expérience de présence qu'on fait.
Et dans ces espaces-là, on peut se figer des croyances sur soi ou sur le monde, ou une expérience traumatique qui s'est fixée en nous et qui est du coup toujours présente. C'est du passé au présent. Et donc on a une apparence de recherche de cause, et je réfléchis beaucoup à ça parce que ça me dérangeait un petit peu. Et pour moi, il y a quelque chose qui n'est pas pour autant une cause. Parce que pour moi, dans tous les cas, on travaille avec le présent. On travaille dans l'interaction entre un thérapeute et une personne, par exemple. Et donc, ce qui se passerait serait totalement différent avec quelqu'un d'autre, à un autre moment. On travaille avec un contexte, avec des résonances de mémoire passée, de choses symboliques, signifiantes pour nous. Dans les deux cas, en fait, pour moi, quelque part, la cause, si on prend la cause de l'arbre, par exemple, c'est la graine qu'il y avait au départ. Mais la graine, elle n'existe plus. Elle est pas. Il n'y a plus de graines. Il y a un arbre maintenant. Mais c'est quand même elle sa cause. Et cet arbre, eh bien, il a des racines qui sont en contact avec tout un tas de choses dans la terre. Et il a des branches qui sont en contact avec tous les éléments. Et donc, il est transformé, informé perpétuellement à chaque instant. On est le fruit à la fois d'une cause initiale qui a disparu, de la vie et d'un contexte. J'espère que c'est clair pour vous. Pour moi, ça l'est, mais j'ai quand même conscience que c'est pas du tout simple. Et puis, on peut se demander la finalité de réfléchir à tout ça. Et donc, eh bien déjà parce que dans ce que je peux entendre dans les recherches sur la médecine, on cherche la cause du cancer ou la cause d'une maladie grave, quelque chose qui serait seul et unique et commune à plusieurs personnes. Euh, et donc je pense, et on espère qu'en trouvant cette cause, on va trouver une solution à la maladie. Et là, je pense qu'on se perd et qu'on perd de vue ce qui est important dans l'expérience de la vie et de la maladie. Qui sera toujours là. Je ne pense pas qu'on puisse repousser les expériences de maladie pour qu'il n'y en ait plus, en fait, malheureusement. Et on pourrait se dire, alors oui, mais on peut trouver l'élément déclencheur. Qu'est-ce qui a déclenché le processus qui fait qu'il se met en route? Eh bien, en fait, l'événement déclencheur, il peut avoir lieu 2 jours avant l'apparition de la maladie, comme des années avant, des dizaines d'années avant. Il peut y avoir comme un événement qui inscrit un programme en nous, et ce programme, il se déclenche réellement que plus tard, à l'occasion d'un choc émotionnel ou d'une circonstance particulière de la vie. Et après, il y a tout le délai de découverte et de déclenchement de la maladie, du processus. Donc c'est des chaînes causales, c'est hyper complexe, et se dire qu'on va pouvoir trouver ça, eh bien pour moi c'est un temps, beaucoup d'énergie perdue. Je parle de la cause, je ne parle pas du mécanisme, parce que réfléchir au fait qu'il y a des pesticides, il y a de la pollution, il y a une société qui va mal, des hygiènes de vie impossibles à respecter dans le rythme qu'impose le travail et la société, oui, ça, il faut travailler dessus, sur tous les déclencheurs, sur tous les contextes qui favorisent l'impossibilité des corps de se réparer et d'être sains. Ça exclut pas du tout ça, hein, la réflexion. C'est plutôt de se dire, je vais chercher la cause pour éliminer les causes qui éliminera les maladies. Là, je pense qu'on se perd. À quoi ça sert de réfléchir autant aux causes? Eh bien, ça sert à recentrer nos forces sur le présent, sur ce qu'on vit réellement.
et pas sur le passé. C'est ça en fait qui nous remet dans le mouvement de la vie, donc redonner ce mouvement qui s'est figé, c'est ça qui libère. Ça permet aussi de voir qu'on est beaucoup plus grand que le problème. Donc si qu'on ne se réduit pas à une cause à déclencher tel effet, on est plus grand, on est comme cet arbre qui est en lien par ses racines, par ses branches, par sa graine qui a disparu, par la vie qu'il nourrit. Et ça nous relie, en fait, s'installer dans le présent, dans l'expérience de la maladie, ça nous relie directement à nos aspirations, à l'aspiration qu'on a de vivre et toutes les ressources qu'on a et qui sont prêtes à se déployer. Et c'est beaucoup plus porteur d'amélioration de santé d'être relié à ça, au fait de sentir qu'on aspire à vivre et qu'on a plein de ressources. Je vous dis quelques mots de ce livre, Comment se soigner et guérir aujourd'hui. Donc la thèse de ce livre, comme je disais, c'est qu'il existe différentes médecines qui sont comme des systèmes complets. Et si on les pousse au sommet de leur art, ces systèmes, elles peuvent répondre à toutes les situations pathologiques. En fait, que serait une médecine qui ne répondrait qu'à une partie d'un problème, que le physique ou que le psychique? Et moi, ce que j'aimerais montrer, c'est que toutes ces médecines, on n'a pas l'habitude de les penser comme ça, mais elles peuvent répondre à la globalité. Après, c'est rencontrer les bonnes personnes et des gens très avancés dans leur pratique. Et moi, je ne me situe pas forcément parmi les gens les plus avancés dans les domaines qui sont les miens. Mais c'est dans l'idée, en fait. Et cette vision-là peut nous permettre de mieux habiter notre chemin de santé. Donc toutes ces médecines sont des portes d'entrée vers la totalité de l'être. Donc voilà, on peut rencontrer les limites, celles du praticien, celles de la personne. Et c'est ça qui va faire qu'on va avoir une approche multimodale très souvent, les limites qu'on rencontre avec l'homéopathie, avec l'ostéopathie, etc. Et c'est là qu'on va vouloir aller dans différentes voies avec différentes portes d'entrée. Et c'est pour ça que c'est important à ce moment-là que les médecines soient associées de manière très cohérente. Parce que souvent, on va se livrer en petits bouts. Un coup à l'ostéo, un coup à l'homéo, un coup au kinésiologue ou que sais-je. Et ça perd en cohérence. Et finalement, ce qu'on reprochait à la médecine conventionnelle de se couper en petits morceaux auprès de différents spécialistes, ben on se le reproduit un petit peu avec les médecines dites complémentaires. On perd en globalité. Et en fait, il ne faut pas hésiter à se livrer entièrement à chacun des thérapeutes. Après, au sein de la consultation, ben, on fait ce qu'il y a à faire et ce qui est principal. Soit on est symptomatique, soit on est global. Mais vraiment de se livrer entièrement parce que tout est lié. Le corps, l'esprit, les différentes parties du corps, tout ce qui leur arrive, il y a une cohérence interne à nos problèmes. Et c'est comme ça qu'on en arrive à une médecine intégrative ou une santé intégrative où on se considère déjà soi-même complètement et puis on peut associer des médecines mais de manière très cohérente. On est souvent, et c'est très bien, attiré par différents praticiens, différentes pratiques. Ça nourrit notre curiosité et ça complète, ça peut très bien compléter, mais il y a des choses à respecter, donc se donner entièrement et pas superficiellement. Et puis respecter des temps d'intégration après chaque soin. Il y a toujours cette tension entre quand on se donne complètement à une médecine, le risque c'est de devenir dogmatique, de s'enfermer dedans. Mais il y a quand même, d'une certaine manière, il faut avoir une certaine persévérance dans une médecine, sans se mettre en danger évidemment, mais
pour aller en profondeur et pour vraiment avancer, ça demande de vraiment se mettre à habiter la médecine qu'on a choisie et de travailler avec, de se laisser travailler par elle aussi. Donc, c'est ce questionnement que j'aborde dans ce livre. Donc, la première partie, je présente les 6 médecines et le même plan est répété tout le temps pour montrer un peu les différences et les variations. Qu'est-ce que c'est prendre soin? Qu'est-ce que c'est guérir? Qu'est-ce que c'est l'effet placebo? Etc. Dans chacune des médecines, quel est le rôle du patient? Quel est le rôle du thérapeute? Et puis, un aspect critique. Et aussi, j'ai fait un chapitre qui me plaisait beaucoup, que j'ai appelé « Ça ne marche pas sur moi ». Et pour voir quels sont les freins à l'amélioration qu'ont défini chacune des médecines. Donc, ça ne marche pas sur moi en médecine conventionnelle, en naturopathie, en homéopathie, en ostéopathie, en médecine chinoise. Tout ce qu'on a pu identifier comme résistance ou comme facteur de non-évolution. La deuxième partie qui m'a le plus amusée à écrire, je reprends la même idée qu'en fonction des paradigmes, on a une vision différente du monde. Et voilà, j'élargis à la vision du monde, à la vision de la vie, de montrer que ces médecines, elles s'inscrivent dans une philosophie, dans une spiritualité. Elles s'inscrivent dans des systèmes de pensée beaucoup plus vastes, dans lesquels ça comprend aussi la politique, l'écologie, etc. Donc là, je questionne comment telle médecine voit le microbiote, voit les produits laitiers, voit les vaccins, voit l'état du monde, enfin voilà. Et encore une fois, ça permet d'habiter plus pleinement son chemin de santé. Et en troisième partie, qui est un peu plus spécifique, je parle notamment de ce qu'il y a de spirituel dans chacune des médecines, et puis comment se positionner en tant que soignant, en tant qu'accompagnant. Comment je fais mon chemin dans tout ça, avec toutes ces médecines et toutes ces contradictions ou ces points de recoupement. Quelle est ma responsabilité dans ce parcours? Voilà. Donc en fait, tout est juste, tout est vrai, tout est un chemin d'une certaine façon. Même quand ça marche pas, ça fait partie du chemin. Et c'est là que c'est intéressant de s'inscrire dans la médecine, c'est que quand ça marche pas et quand c'est difficile, eh bien on peut quand même c'était le mot de vivable tout à l'heure, ça peut quand même être vivable parce qu'on aime ce qu'on fait. Par exemple, l'exemple que je connais le mieux, mais le fait d'aimer l'homéopathie, eh bien quand on passe des mois à ne pas trouver ce qui nous correspond, on navigue entre des remèdes, eh bien il y a quand même quelque chose d'une joie à découvrir les remèdes, à se découvrir à travers les remèdes qu'on prend et qu'on rencontre, qu'ils agissent ou pas sur nous. Il y a quelque chose qui nous relier au monde de cette médecine nous permet de vivre les choses dans le présent de manière plus vivable, plus vivante. Et donc, je terminerai cette vidéo en disant que la question principale pour moi dans un chemin de santé, c'est que plutôt de savoir qu'est-ce qui est responsable de ce que je vis là, c'est plutôt qu'est-ce que ça me fait vivre. Là, maintenant, là, directement, la réponse, c'est dans le présent. La réponse dans le présent est plus riche que la réponse qui serait dans le passé. Elle est plus riche et elle a plus de pouvoir de transformation. Et donc là, on trouve la cause, elle est dans l'expérience même. Je vis ça un peu parce que je dois vivre ça. Enfin, le mot devoir est un peu délicat, mais qu'est-ce que ça m'empêche de vivre? Eh bien, la cause, elle est là. Qu'est-ce que ça m'empêche de vivre? Il n'y a pas besoin forcément d'aller chercher plus loin.
Et la question qui est encore plus importante pour moi, c'est qu'est-ce qui est le plus important là? Qu'est-ce qui demande le plus à guérir? Est-ce que c'est un symptôme? Est-ce que c'est une situation de vie ou un rapport qu'on a envers soi, un rapport aux autres, un rapport au monde, une question existentielle? De quel manque d'harmonie parle ma maladie ou mon symptôme? Et au final, pour aller encore plus loin, mais quel est le manque d'amour envers moi et envers le monde dont parle ma maladie? Et finalement, c'est même la maladie qui va être la cause de quelque chose. La maladie, elle, plutôt qu'être conséquence, elle devient la cause d'un mouvement. Le mouvement que je vais faire pour aller mieux, le mouvement que je vais faire pour retrouver de l'harmonie ou de la paix en moi, le mouvement que je vais faire pour accepter ce qui peut être accepté, pour changer de regard, pour prendre soin de quelque chose, et peut-être pour guérir. Donc c'est à cause de cette maladie ou grâce à cette maladie, je fais l'expérience de quelque chose, d'une rencontre, d'une médecine, d'un questionnement, d'un changement. Voilà, donc ça permet de défixer cette idée de cause. J'espère que ça contribue et que vous pouvez percevoir l'importance de ce sujet-là, de savoir où on en est et à quel point ça peut être libérateur de voir les choses en plus grand, en plus vaste, avec différents points de vue et voilà. Je vous remercie de votre écoute et puis je vous dis à bientôt.